Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Évaluer son appétence pour les investissements durables en jouant. Tiffaine Saltini, CEO et cofondatrice de Neuroprofiler. Ce qui se passe chez les personnes plus âgées, c'est qu'il y a encore cette idée que investir en finance durable, ça veut dire sacrifier de la profitabilité, puisque finalement, ça fait que depuis quelques années qu'on voit que c'est même l'inverse qui est en train de se passer. Mais avant, c'était quand même très nettement lié à une performance plus faible. Donc ça a pas mal marqué les esprits des personnes, en tout cas plus âgées. Par contre, chez les jeunes, il n'y a pas du tout cette assimilation et donc une très forte appétence pour le sujet. Et 30% d'entre eux, d'ailleurs, y compris chez les jeunes, sont prêts à sacrifier la rentabilité pour avoir un impact. Donc, on sent quand même que c'est une vraie tendance de fond qui ne va que s'accroître dans les prochaines années, puisqu'à nouveau, les millénials sont les investisseurs de demain. Un réel plaisir pour moi de reparler de biais cognitifs avec Tiffaine qui était déjà venue nous en parler dans le cadre de MiFID. Cette fois-ci, nous discutons de la manière dont nous, investisseurs, sommes influencés par nos biais quand il s'agit d'investissements durables. Capturer l'appétence du client en matière de finances durables via notre comportement, c'est le nouveau challenge que s'est lancé cette start-up. Tiffaine partage avec nous les résultats d'une étude qui a été réalisée par Neuroprofiler pour sonder la connaissance et l'appétence des investisseurs particuliers sur les sujets de durabilité et les thématiques de la taxonomie européenne d'application depuis quelques mois maintenant. Cet intérêt grandissant, surtout chez les jeunes, notamment autour du changement climatique, est de bon augure pour notre planète. Vous comprendrez cependant qu'il y a un décalage entre les besoins identifiés pour ces clients et les produits actuellement disponibles auprès des établissements financiers. Nous faisons aussi un retour d'expérience avec Tiffaine sur la façon dont la crise sanitaire a été vécue par cette start-up et les changements d'usage évidents de ses clients institutionnels. La gamification permet de minimiser un certain nombre de biais, donc de rendre une image plus fidèle de l'appétence réelle et révéler davantage les besoins et les envies des clients en matière d'ESG. Bonne écoute à tous! Bonjour Tiffaine. Bonjour. Alors je suis super intéressée de reprendre notre discussion parce que tu es une de mes toutes premières invitées. Et comme tu sais, je suis particulièrement intéressée par les biais cognitifs. Alors on avait fait tout un épisode sur les biais cognitifs plutôt dans le cadre de MiFID et de l'aversion au risque des clients. Enfin en tout cas le sentiment des clients vis-à-vis du risque. Et là, alors il y a un angle d'attaque totalement différent puisqu'il s'agit de la finance durable. Donc on va vraiment faire du brain picking pour mieux comprendre ça. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te représenter ? Avec plaisir. Donc Tiffaine Saltini, présidente de Neuroprofiler. Donc Neuroprofiler permet d'évaluer les préférences d'investissement, dont justement l'appétence pour la finance durable via la gamification et la finance comportementale. Et donc à titre personnel, j'ai créé cette boîte suite à ma thèse en finance comportementale, qui est un sujet qui me passionne depuis le lycée, et suite également à différentes expériences en conseil, notamment en banque privée. Et puis grâce à la rencontre de mon associé, qui lui est spécialiste en finance quantitative et en machine learning. Que tu as rencontré en courant. Exactement. Lors d'un marathon. Si vous voulez plus de détails, vous écoutez l'épisode qu'on a fait avec Tiffaine, où elle nous raconte tout ça avec beaucoup de délices. Merci beaucoup Tiffaine. Alors, on va peut-être pas revenir sur ce que sont les biais cognitifs particulièrement, parce qu'on en avait déjà beaucoup parlé la dernière fois avec toi. Ce que j'aimerais un petit peu creuser avec toi, c'est l'essor de la finance durable, parce que toi, tu observes ça maintenant, puisque vous avez développé cette solution. Hormis les éléments réglementaires qu'on connaît, on va peut-être pas totalement revenir dessus, parce qu'on a aussi couvert ce sujet-là, notamment avec Alexander Stevens sur Greenomy et d'autres épisodes. De ton point de vue, comment on explique cet essor de la finance durable ces quelques dernières années ? Alors, je dirais qu'il y a 3 raisons principales. Déjà, évidemment, la crise sanitaire qui a permis une prise de conscience massive, notamment parmi les particuliers, de la fragilité finalement de l'espèce humaine et l'importance de protéger la planète.
Après, en deuxième, on a aussi les très bonnes performances des fonds ESG qui ont en grande majorité surperformé par rapport aux fonds classiques ces 2 dernières années. Et puis le troisième point, qui pour moi est quand même le point le plus important, c'est cette partie réglementaire, puisque aujourd'hui le régulateur européen demande aux institutions financières de classifier les produits par rapport à des critères ESG très précis. Et par ailleurs, à partir de l'été prochain, il va devenir obligatoire pour les institutions financières d'évaluer les préférences en matière de durabilité des investisseurs. Et bien sûr, ensuite, de prendre ces préférences en considération dans le conseil. Et de ce que tu vois, est-ce que les établissements financiers donc européens qui sont obligés de mettre ça en place cet été, 2022, sont prêts? Qu'est-ce qui sort des réunions avec la compliance? Alors, très très peu d'établissements sont prêts aujourd'hui pour différentes raisons. Tout d'abord parce que cette réglementation est extrêmement complexe, puisque on passe d'un monde unidimensionnel où on avait un produit, un investisseur, un profil de risque. Donc, tout le système informatique était structuré autour de ce matching. Et aujourd'hui, on va passer à un monde multidimensionnel, puisque juste sur la partie préférence en matière de durabilité, on arrive très facilement, si on respecte vraiment la règle dans sa granularité, à plusieurs milliers de combinaisons, puisqu'on va capturer des informations sur le pourcentage d'alignement à la taxonomie, sur le pourcentage d'alignement à la définition SFDR de la finance durable, à une liste d'incidences négatives qui sont très précises. Oui. Donc on va capturer énormément de richesses sur les attentes du client en matière de finance durable, et d'un autre côté, les produits aussi vont avoir cette granularité en matière de description. Donc là, ça bouleverse complètement la manière dont les institutions financières fonctionnent. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en plus, la réglementation n'est pas finalisée. Donc finalement, on met un petit peu la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors en fait, on va demander à partir de cet été aux institutions financières de lier un profil d'investisseur au produit, et les produits ne sont pas prêts. Ouais. Et ne sont pas prêts parce que déjà la réglementation est complexe, mais elle n'est pas finalisée. Par exemple, sur la partie taxonomie, on aura la description complète de ce qu'attend le régulateur sur la taxonomie seulement en 2023. Donc finalement, on doit faire un matching alors qu'on n'a pas finalement la recette pour pouvoir classifier ces produits. Et quand bien même on l'aurait, c'est vrai que l'offre reste encore assez limitée. Sur le domaine de l'ESG, on a beaucoup de nos clients qui ont 1 ou 2 produits ESG, par exemple des portefeuilles ESG, mais ça reste extrêmement limité. Or, d'un autre côté, on capture à nouveau une granularité très importante au niveau des attentes d'un client. Donc finalement, un client va passer 5 à 10 minutes à expliquer précisément pourquoi il est plutôt sensible au sujet de l'armement, de la diversité, de la biodiversité, etc. Alors que d'un côté, l'institution financière va peut-être avoir juste 1 ou 2 offres ESG extrêmement généralistes sur le sujet. Ouais, donc ça fait d'énormes frustrations du côté du client. Et de ce que tu vois dans la... Alors, moi je connais pour MiFID les questionnaires d'évaluation, d'adéquation, etc. Est-ce que ça va se passer encore comme ça ? Je dirais d'une manière plutôt commune. Est-ce qu'on s'achemine à nouveau vers des questionnaires additionnels pour l'investisseur, le client ? Alors, on voit 2 approches aujourd'hui. Il y a certaines institutions qui décident en effet de rajouter des questions au questionnaire MiFID classique. Le problème, c'est que ces questions sont extrêmement complexes parce qu'on va demander par exemple à un client quel est le pourcentage de votre investissement que vous souhaitez consacrer à la taxonomie. Alors déjà que les questions existantes sur le risque sont pas toujours faciles à comprendre. Là, on va perdre quand même beaucoup de particuliers, ce qui est fort dommage parce qu'en fait, ce sont des sujets qui sont très émotionnels, très parlants. Pour un particulier, quand on lui parle de biodiversité, de sauvegarde des ressources marines, évidemment, ça lui parle. Quand on lui parle d'alignement à la taxonomie, on a perdu tout le monde. Et pourtant, c'est malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui, le réflexe, surtout dans l'urgence, puisqu'on parle de cet été avec une réglementation très complexe à mettre en place. Dans l'urgence, beaucoup d'institutions décident d'ajouter simplement ce type de questions. Hyper frustrant d'ailleurs. Voilà, hyper frustrant pour le client, pour l'institution financière, pour tout le monde, mais un petit peu dans la précipitation, comme les
les recommandations de l'ESMA datent de janvier dernier, hein, donc c'est vraiment très récent et ces institutions ont très peu de temps pour mettre en place cette nouvelle réglementation. Donc dans la précipitation, c'est un petit peu le réflexe de dire on prend le questionnaire MIF actuel qui est déjà pas très user-friendly et d'ajouter ce type de questions. Parfait. Alors là, on a parlé des établissements financiers, un petit peu des particuliers. Moi, j'aimerais, parce que vous avez publié une étude super intéressante, vous avez fait une enquête auprès d'investisseurs européens en matière de finances durables. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quel cadre cette étude a été faite et finalement, quels sont les findings ? Alors, donc c'est une étude qui a été faite via notre ESG Profiler, donc cet outil qui va permettre de capturer l'appétence des clients pour la finance durable via un questionnaire ludique, via la finance comportementale. Et donc, on a pu distribuer ce questionnaire ludique à en effet plusieurs investisseurs européens. Avec des profils très variés en termes d'âge, de patrimoine. Et on les a interrogés donc sur leur connaissance déjà sur le sujet de la finance durable, sur leur appétence pour le sujet et aussi plus précisément sur leur appétence pour les 6 thématiques de la taxonomie. Donc pour rappel, adaptation au changement climatique, atténuation du changement climatique, biodiversité, économie circulaire, pollution et préservation des ressources marines. Mmh. Et donc sans surprise, on a trouvé des résultats qui étaient en conformité avec d'autres études sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une très forte appétence des particuliers pour le sujet, une appétence croissante, surtout chez les jeunes. C'est-à-dire que 60% des investisseurs en moyenne étaient intéressés par le sujet, 30%... Seulement 60 ? Alors 60 en général, 80% chez les millennials. C'est pas beaucoup 60 ? Oui, mais c'est à peu près en ligne avec ce qu'on a pu trouver chez d'autres acteurs. Okay. Et 80%, c'est cette partie-là qui est intéressante, 80% chez les millennials. Donc on voit qu'il y a vraiment une très forte appétence chez les jeunes. Et en fait, ce qui se passe chez les personnes plus âgées, c'est que il y a encore cette idée que investir en finance durable, ça veut dire sacrifier de la profitabilité. Oui, puisque finalement, ça fait que depuis quelques années qu'on voit que c'est même l'inverse qui est en train de se passer. Mais avant, c'était quand même très nettement lié à une performance plus faible. Donc, ça a pas mal marqué les esprits des personnes, en tout cas plus âgées. Par contre, chez les jeunes, il n'y a pas du tout cette assimilation et donc une très forte appétence pour le sujet. Et 30% d'entre eux, d'ailleurs, y compris chez les jeunes, sont prêts à sacrifier la rentabilité pour avoir un impact. Donc on sent quand même que c'est une vraie tendance de fond qui ne va que s'accroître dans les prochaines années, puisqu'à nouveau les millennials sont les investisseurs de demain. Et un autre résultat intéressant de l'enquête, c'était sur les thématiques, où on a eu une très forte appétence pour les thématiques autour du changement climatique. Et beaucoup moins sur les aspects type biodiversité, économie circulaire, pollution. D'accord. Ce qui est lié d'ailleurs, puisqu'on s'est amusé à faire des recherches aussi sur Google. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de publications aujourd'hui sur ces sujets de changement climatique que sur des sujets type biodiversité, pollution, économie circulaire, dont on entendait peut-être plus parler il y a 5-10 ans. C'est des effets de mode en quelque sorte. Exactement. Ouais. Je ne sais pas si vous avez sondé dans cette étude ou si vous avez des retours de la part de ces investisseurs, mais quelles sont les connaissances des investisseurs âgés ou moins âgés sur ces sujets de finances durables et notamment la transparence qu'ils ont dans les investissements qu'ils font. Est-ce que c'est des notions qui leur parlent ? Est-ce que c'est des choses qu'ils connaissent ? Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont conscients qu'il y a des obligations de transparence vis-à-vis des gérants, que les gérants doivent être transparents et publier un certain nombre de données, mais est-ce qu'ils y sont sensibles ? Est-ce qu'ils comprennent en fait ce qui est publié par les gérants ? Alors assez peu, c'est-à-dire qu'au niveau le niveau de connaissance sur le sujet était assez faible, quelle que soit d'ailleurs la tranche d'âge, donc y compris d'ailleurs chez les jeunes qui s'intéressent pourtant au sujet. Donc il y a une appétence, mais il n'y a pas forcément une connaissance de ce qu'est dans les détails le concept de finance durable, et puis aussi une méconnaissance totale de l'offre. Là, par exemple dans le sondage, 5% des participants nous ont dit avoir entendu parler de finance durable auprès de leurs conseillers. D'accord. Ouais, c'est pas beaucoup quoi. Ça reste encore limité. Parfait. Alors, on va peut-être pas revenir en détail sur Neuroprofiler, le lancement, etc., parce qu'on l'a déjà couvert. Je crois que c'était l'épisode 6, donc c'est un des tout premiers.
Ceci dit, moi j'aimerais quand même que tu redonnes des éléments de contexte aux auditeurs sur la notion de biais cognitif et l'intérêt de gamifier en fait toute cette captation d'informations et les réponses de ses clients à ces fameux questionnaires. Alors, donc la notion de biais cognitif, elle est liée à cette notion d'erreur ou de distorsion de la réalité quand on prend tout type de décision, y compris des décisions financières. Donc, par exemple, dans le cas de la décision financière, ça va être le fait d'être plus sensible aux pertes qu'aux gains, d'investir en fonction des dernières nouvelles qu'on a entendues à la radio ou de l'opinion d'un proche, le fait d'être très mal à l'aise en situation d'incertitude. Donc, il y a vraiment des centaines et des centaines de biais qui influencent nos décisions financières. Et donc, l'importance de la gamification, ça va être de pouvoir minimiser ce type de biais. Et pour donner un exemple, par exemple, très concret avec le ESG Profiler, c'est vrai que si on respecte vraiment à la lettre ce que demande le régulateur, on va devoir poser des questions extrêmement techniques aux clients, à nouveau avec des notions de pourcentage, de portefeuille, de taxonomie. Et là, à coup sûr, énormément de biais vont influencer notre décision. Déjà, par exemple, la notion de pourcentage est très mal comprise par notre cerveau. Si on, par exemple, il y a plein d'études qui montrent que si on, pour un même montant, finalement, si on le présente sous forme de pourcentage ou sous forme de valeur absolue, on va avoir des résultats complètement différents. Et on l'a vu pas mal d'ailleurs avec la crise de Covid, où en fait, quand on parle de 100 ou 1000 morts, tout de suite, c'est quelque chose auquel on va être très très sensible. Si on nous parle de 0,0001%, notre cerveau va complètement l'ignorer. Et bien sûr, on retrouve ce même phénomène sur la finance. Et donc, l'idée de la gamification, ça va être de minimiser ces biais. Donc, il y a déjà vraiment un objectif pédagogique. Et ensuite, deuxième objectif, au-delà du fait déjà d'aider les clients à comprendre la question, c'est de l'engager, c'est-à-dire de lui donner envie d'aller jusqu'au bout de ce questionnaire pour se révéler plus. Alors que si on a un questionnaire qui est fastidieux, le comportement classique d'un client, ça va être de ne pas lire les questions et de cocher par exemple la case du milieu pour aller vite. Tout à fait. Alors, avant qu'on enregistre, tu me disais que c'était particulièrement sensible dans le cas de l'assessment du client vis-à-vis de ses investissements ESG, parce que justement, il y a des biais du fait de la personne qui est présente et qui réalise le questionnaire ou du conjoint qui peut être assis à côté. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples précis de biais qui peuvent s'instaurer sur ces sujets-là, que ce soit par exemple l'armement ou l'écologie? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner de biais, mais évident? Oui, bien sûr. Par exemple, donc à nouveau sur le sujet de cette évaluation des préférences ESG, premier type de biais, ça va être des biais plus mathématiques, donc c'est ce que je viens d'évoquer avant, donc lié à la perception des pourcentages, par exemple. Deuxième type de biais, ça va être des biais plutôt sociaux, parce que autant sur la partie risque, dire par exemple à un conseiller qu'on est plutôt conservateur ou dynamique, c'est quelque chose qui va pas forcément être dans le domaine du jugement, c'est quelque chose de relativement objectif. Là, sur les sujets ESG, on rentre dans quelque chose de très intime, puisque on va devoir expliquer à, par exemple, son conseiller quelle est notre opinion sur le nucléaire, sur l'armement, sur la diversité homme-femme, sur la biodiversité. Donc c'est vraiment des sujets extrêmement intimes. Et donc forcément, là, on a un biais de jugement qui va s'instaurer. C'est-à-dire que si on pose exactement la même question en présence ou en absence du conseiller, en présence ou en l'absence de son conjoint, les réponses vont être différentes, évidemment. Donc là, il y aura vraiment un enjeu ces prochaines années de trouver la manière de bien poser ces questions, et surtout dans un contexte où le client est influencé à un minimum. Donc peut-être justement favoriser le fait que le client passe ce questionnaire seul. C'est vrai que surtout en banque privée, il y a encore l'habitude de le faire souvent passer avec le conseiller. Là, ça va devenir tellement intime, donc va peut-être se poser la question de faire le questionnaire en autonomie. Oui, parce que le risque que tu as, étant donné que c'est... Après, ça va être corrélé au type de conseil qu'on va te faire et du type de produit qu'on va te présenter. Si tu biaises tout de suite tes réponses, si les réponses sont biaisées, les produits qu'on va te proposer vont forcément ne pas répondre à tes attentes. Exactement. Ouais, Exactement. Tu vas avoir un mismatch particulier. Est-ce que, également, donc ça c'est côté investisseur, mais côté aussi banque, est-ce qu'il ne peut pas y avoir également un biais qui va s'introduire de la part du conseiller ?
Oui, évidemment, puisque à nouveau, alors c'est déjà le cas pour le risque, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'études qui montrent de manière intéressante que le conseiller, un conseiller qui est par exemple très appétent au risque, va avoir tendance à avoir des clients appétents au risque. Donc il y a une forte corrélation entre les deux. Donc c'est toujours difficile de savoir si c'est parce que le client, le conseiller appétent au risque attire ce type de profil, ou juste parce que finalement il biaise un petit peu les réponses des clients pour finalement avoir des profils dynamiques. Donc a priori on risque de retrouver le même cas de figure et encore plus peut-être avec la notion de ESG, puisque notamment si le conseiller est très sensible à certaines thématiques, il risque peut-être de transmettre cette sensibilité à son client. D'accord, parfait. Alors, avant qu'on rentre sur les différents modules que vous avez mis en place, et particulièrement celui qui est lié à l'ESG, moi, j'aimerais que tu reprécises la façon dont vous construisez ces questionnaires. Comment est-ce que vous... Parce que moi, je les ai déjà passés. Après, je ne sais pas si les versions que j'ai vues à l'époque ont évolué, mais comment est-ce que, partant du côté académique que tu connais très bien et d'où tu viens, comment vous avez développé... Alors, on prend bien sûr l'exemple ESG. Comment ça se met en place en partant du biais, en fait? Alors, nous, on a pour l'ESG la même approche qu'avec le risque, c'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'on appelle une fonction d'utilité, c'est-à-dire on va prendre ces biais et on va essayer d'en faire un modèle mathématique. Donc, en fait, question par question, l'algorithme va essayer de poser la question la plus pertinente pour calculer ces biais. Donc, dans le cas du risque, les biais, c'était par exemple un coefficient d'aversion à la perte, un coefficient de transformation des probabilités. Et ici, un coefficient va correspondre à l'appétence du client, par exemple, pour l'économie durable, la biodiversité, etc. Et donc, au fur et à mesure de l'algorithme, on va pouvoir calculer cette fonction d'utilité, ce qui nous permet en fin de parcours d'avoir un lien direct avec le produit, puisqu'on va avoir un score par thématique. Les produits à terme vont tous aussi avoir cette classification, et donc là on peut faire le matching de manière très propre. Et donc grâce à cette approche aujourd'hui, donc sur la partie risque, on avait 80% de prédictabilité, et là sur la partie ESG on a 95% de prédictabilité. C'est-à-dire qu'en fait, si on crée des robots investisseurs, mettons des millions de robots investisseurs, et à chaque robot on leur attribue des préférences ESG. Donc on dit voilà, le premier robot il est plutôt économie circulaire, biodiversité, et on fait ça pour ces millions de robots. On leur demande de passer notre ESG profiler, et donc dans 95% des cas, l'algorithme va être capable de deviner quelles étaient les préférences ESG de ces robots investisseurs. 95%. Voilà, exactement. Incroyable. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit éventail des différents modules d'évaluation que vous avez développés au fil des années? Parce qu'on s'était attardé la dernière fois qu'on s'était parlé sur le MiFID Profiler, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et ce qui m'intéresserait que tu nous expliques, c'est justement comment tu peux combiner ces robots, puisque l'idée, c'est que c'est un investisseur qui va répondre à ces différents sets de questionnaires. Donc, comment est-ce que vous arrivez à combiner les questionnaires? En effet, donc historiquement, nous, on est parti du module MIF, du module également sur le risque. Donc, comment utiliser la gamification, la finance comportementale pour capturer l'appétence au risque du client, capturer tout ce qui est demandé par MIF. Et progressivement, on a ajouté des modules. Donc, le module ESG, là, on vient d'en parler. Un module également de recommandation de produits. Donc, avec toutes ces informations, on peut aller recommander des fonds, des portefeuilles, en prenant en considération également cette dimension ESG, en générant aussi un rapport qu'on dit rapport de suitability, qui va expliquer pourquoi le produit recommandé correspond vraiment au profil du client. Et on a également développé une plateforme d'éducation financière qui va permettre de former les clients aux produits plus complexes, donc actions, obligations, mais aussi produits structurés, produits dérivés. Crypto, exactement. Ouais, aussi, ouais. Tout à fait, oui, pour lui donner l'autorisation d'investir. Puisque aujourd'hui, avec MIF, si le client ne comprend pas les produits, il n'a pas l'autorisation d'investir. Et donc, c'est d'autant plus gênant qu'aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus faire confiance à l'auto-évaluation. Donc, le client ne peut pas juste dire oui, les actions, moi j'ai tout compris. On va lui poser des questions sur les actions, et s'il répond faux, normalement... Il passe ses tests. Il passe des tests, exactement. Et donc, aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes, parce que l'ESMA, l'AMF a fait pas mal de contrôles sur le sujet. Donc vraiment... De la suitabilité sur ce côté d'évaluation des connaissances financières. Ah ok, d'accord. Donc maintenant vraiment... Ils ont fait passer des tests aux clients? Alors, plus
précisément, ils ont regardé si les institutions financières faisaient passer des tests aux clients et ne faisaient plus confiance à l'auto-évaluation. Et là, ils ont été vraiment très stricts sur le sujet. Donc là, il n'y a plus de doute, c'est-à-dire qu'on ne peut plus du tout faire confiance à l'auto-évaluation. Si on veut évaluer les connaissances d'un client, il faut lui poser des questions sur actions, obligations, produits structurés. Et donc là, vu le niveau assez faible en Europe d'éducation financière, il y a énormément de situations où ces connaissances financières sont bloquantes. Ouais. Et donc, on les débloque via cette plateforme ludique d'éducation financière. D'accord, mais la question que je te posais au départ, c'était de savoir comment tu combines. Donc, si par exemple, tu remplis ton questionnaire ludique MIF plus les modules ESG, comment est-ce que vous arrivez à combiner les réponses des clients pour finalement trouver un profiling particulier et spécifique pour ce client-là? Alors en fait, tous les modules là que je viens de citer sont combinables les uns après les autres, puisque finalement un client, par exemple, dans son parcours, il va d'abord passer les questions MIF, puis le questionnaire sur la partie ESG. Tout ça va lui donner accès à un produit. Donc on va croiser toutes ces informations pour aller sélectionner le fonds le plus pertinent, le portefeuille le plus pertinent, avec la dimension ESG. Et ensuite, si on détecte par exemple qu'il y a un produit qui serait vraiment parfait pour ce client, mais actuellement, le client n'a pas les connaissances financières, c'est là où on va lui dire, écoutez, il y a vraiment un produit qui est parfait pour vous, il correspond à ce que vous voulez sur l'ESG, sur le risque, mais il contient par exemple des produits dérivés. Donc, il faudrait vous former sur le sujet. Donc là, on l'oriente vers la plateforme d'éducation financière, il se forme, et puis peut-être quelques semaines après, une fois qu'il s'est formé, on peut lui donner l'autorisation d'investir dans ce produit. Et comment ça se passe? Imaginons que j'ai un compte joint avec mon frère, et que mon frère soit pro-armement et moi pas du tout, que je sois complètement écolo et lui pas du tout. Comment est-ce qu'on gère un portefeuille en gestion discrétionnaire pour des clients comme ça? Alors, nous, c'est vrai qu'en fait, la question se pose déjà pour la partie risque, finalement. Ouais, tout à fait. Donc là, les processus, a priori, des banques vont pas forcément changer. Nous, on en voit plusieurs aujourd'hui. Certaines institutions font la moyenne. D'autres décident, par exemple, d'avoir une personne qui a plus de poids, on va dire, que l'autre dans le compte joint. Et parfois, d'avoir, en fait, deux questionnaires différents et deux investissements. Donc, il y a déjà des processus en place, on va dire, chez les institutions pour gérer Donc, c'est géré de la même manière. De cas de figure, voilà, ça va être géré de la même manière. D'accord. Parfait. Alors, en ce qui concerne les équipes de Neuroprofiler, depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé au sein de vos équipes? Comment est-ce que vous avez géré cette crise Covid? Est-ce que ça vous a impacté aussi en termes de développement clientèle? Est-ce que tu veux en parler? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, je pense que ça nous a impacté comme beaucoup d'autres fintech, puisque tout ce qui était marché boursier était quand même pas mal chahuté, donc beaucoup de nos projets ont été mis à l'arrêt, surtout sur la première vague. Et puis, progressivement, ça a repris. Et je dirais même maintenant, avec un petit peu de recul, que ça a même été plutôt positif sur ce point-là, évidemment, concernant la digitalisation en fait des processus. C'est-à-dire que comme beaucoup de nos clients sont des banques privées, c'est vrai qu'un des freins à la vente avant, c'était l'utilisation de questionnaires papier. Faire la finance comportementale avec du papier, on arrive vite à des limites. Et donc là, presque l'intégralité de nos clients et de nos prospects aujourd'hui ont prévu de la digitalisation. COVID, voilà. Pour ce sujet-là, en tout cas, ça a été plutôt un facteur d'accélération. D'accord, donc ça a été un petit peu ralenti et puis là c'est reparti et puis finalement la réglementation vous aide à développer des nouveaux produits. Est-ce qu'en termes de financement, vous avez fait appel à des capitaux, à des fonds pour vous aider à financer votre développement ? Alors, déjà, on a pas mal été aidés par le gouvernement avec pendant la crise. Heureusement d'ailleurs, ça nous a permis de passer plus de temps aussi et de prévoir cette nouvelle réglementation sur l'ESG. Donc, on a été très focalisés sur le produit et en effet, les aides de l'État nous ont vraiment permis d'avoir un très beau produit aujourd'hui sur ce sujet. Et puis après, en termes de capital, on reste sur un investissement type Business Angels et Family Office et l'objectif est de pouvoir faire une série A l'an prochain en fonction des signatures qu'on pourra avoir cette année. Parfait. Alors, vos prochaines étapes après cette série A, c'est quoi ? Alors déjà, on a aujourd'hui pas mal de produits qui sont assez variés. Donc, l'idée, ça va être ces prochaines années d'en faire vraiment des produits parfaits sur tous les points et aussi de suivre l'évolution des réglementations ESG, non seulement en Europe, mais aussi hors Europe. Puisque là, ça va très, très vite. On parle de la taxonomie européenne. Il y a des taxonomies au Canada, en Chine, dans plein d'autres pays qui sont en train de sortir. Aussi en Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne, la Suisse qui réfléchira à la solution. Donc c'est vrai que là, les défis des prochaines années, ça va être de suivre cette réglementation, puisque nous, on a toujours eu un marché qui était pas que européen, mais qui se voulait aussi mondial. Ne serait-ce que parce que certains de nos clients, même en France, sont des entreprises internationales qui doivent être aussi sous différentes juridictions. Donc là, l'enjeu, ça va être de suivre de très très près ces différentes évolutions réglementaires pour avoir un outil vraiment complet de profilage sur les sujets risques et ESG qui soit vraiment compatible avec la plupart des réglementations dans le monde. Top. Alors, comme tu sais, tu es déjà passé sur mon podcast. Je demande toujours une recommandation de livre. Alors, tu n'y coupes pas à nouveau. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci ? Alors, sur le sujet ESG, évidemment, je recommande notre livre blanc. Ouais, tout à fait. Qui est téléchargeable gratuitement sur notre site et donc qui vous donnera un petit peu plus d'éléments sur l'enquête qu'on a menée sur le sujet. Et puis sur la partie... finance comportementale, je garde ma référence. Olivier Sibony. Olivier Sibony, tout à fait. C'est ça, voilà. Non, Olivier Sibony, excellent. Ouais. Lequel d'ailleurs d'Olivier Sibony le dernier là était sur Noise. Noise est Noise, pas mal, voilà, est lu. vraiment très bien. Donc je le recommande chaudement. Et puis on va dire pour le grand classique Thinking Fast and Slow de Kahneman pour faire un petit récap sur qu'est-ce qu'un biais et avoir comment mieux les gérer. Alors moi j'ai un petit fait pour vous allez commettre une terrible erreur. Oui, tout à fait. Parce qu'il est hyper pragmatique. Et je crois qu'il a été déjà recommandé 2 fois sur ce podcast. Merci Tiffaine d'être revenue nous voir. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.